Le long de la frontière suisse, entre le Rhône et le Rhin, le Jura déroule son arc montagneux sur 300 km en Franche-Comté. Cette région recèle de nombreuses merveilles naturelles et des chefs-d'œuvre d'architecture, avec en point d'orgue la spectaculaire Saline Royale d'Arc-et-Senans. Édifiée au XVIIe siècle, sous Louis XV, elle est classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. Aux abords du massif, un autre symbole de la région, son vignoble. Niché au cœur des coteaux, Arbois est la capitale des vins du Jura. La culture de ces vignes remonte au temps des Romains. Nous sommes à quelques jours du début des vendanges. Stéphane Tissot est vigneron. Avec son équipe, il va prendre soin des raisins une dernière fois avant la récolte. Vous êtes prêts? Dans ces vieux pulvérisateurs en cuivre, une potion magique 100% naturelle. De l'eau mélangée à de la poussière de quartz. Bon allez, on va attaquer dans les pinots là en bas là. On y va. Faut avoir l'impression de peindre le ciel. La poudre de quartz agit comme autant de microscopiques miroirs qui aident les raisins à se gorger de soleil. Une pratique héritée des anciens vignerons. Les anciens cultivaient la vigne avec pas grand-chose et ils y arrivaient. En espace de 2 générations, on a perdu tout cet empirisme. C'est-à-dire que moi, par exemple, je suis allé à l'écolabo. Nous, on m'a plutôt appris toutes les matières actives des produits chimiques plutôt que d'étudier comment on faisait un compost et puis comment on faisait vivre un sol. C'est difficile d'avoir une expression de terroir si vous faites que de mettre du désherbant et des produits chimiques sur votre vigne et sur votre sol. Il y a quelque chose qui ne va pas par rapport à ça. Dans sa quête d'authenticité, Stéphane a abandonné toute mécanisation du travail des vignes. Un choix qui lui a permis d'exploiter des parcelles difficiles d'accès. Au cœur de l'une d'entre elles, la tour de Curon, l'emblème d'Arbois, qu'il fait découvrir à ses stagiaires. Donc ça c'est une tour, donc tu vois, qui a à peu près 200 ans, donc elle a été faite en 1820. C'est une tour à un moment qui servait pour 2 tours de guet tout au début. Après c'est une tour qui servait pour les garde-fruits. Au 19e siècle, il y a beaucoup de vols de raisins. Et donc les garde-fruits qui étaient les vignerons qui étaient désignés à tour de rôle pour vérifier qu'il n'y ait pas de vol de raisins. Et donc ils faisaient le guet depuis là au-dessus. On a racheté la tour en 2002. Et donc en tout, il y avait 3 propriétaires. Comme pour le travail de ses vignes, Stéphane a décidé de restaurer ce bâtiment dans le respect de la tradition. On a refait le toit, on a fait les menuiseries, on a commencé à refaire les plâtres à l'ancienne. C'est un copain qui nous fait ça, parce que tout doit être... On essaie, c'est pas classé, mais on essaie de tout faire comme c'était à l'ancienne, quoi. Et puis là, on va attaquer à faire les peintures. Il y a une vue magnifique, ici on domine tout Arbois, c'est superbe, quoi. Et la petite cité d'Arbois s'apprête justement à vivre le temps fort de l'année. Le soleil a fait son œuvre. C'est aujourd'hui le premier jour des vendanges d'un vin typique du Jura, les vendanges du vin de paille. Bon allez, on va attaquer donc à faire du vin de paille dans les chardonnays en bas là-bas. Donc pas dans cette première vigne, dans la deuxième. Donc allez, on descend en bas, puis on va aller prendre des cagettes, puis on va attaquer. Alors on met un petit peu de paille au fond. Pour ces vendanges exceptionnelles, pas de seau, mais ces cagettes garnies de paille pour recevoir les plus beaux raisins de la récolte. Oh, ils sont beaux ces raisins. Une récolte méticuleuse dont Stéphane explique la technique aux nouvelles recrues Claire et Laure. Bon, c'est tout simple, on est dans des chardonnays. Le principe, c'est de cueillir les plus belles grappes
et puis de les mettre donc sur un lit de paille dans les cagettes, et il faut pas que les grappes se touchent, c'est-à-dire qu'on les met juste l'une à côté de l'autre, et il faut qu'il y ait un petit peu d'air qui puisse circuler. Oui, prenez les grappes, vous regardez qu'il n'y ait pas de graisins abîmés dedans, et puis on les dépose délicatement l'un à côté de l'autre. Voilà, une cagette. Ah, heureusement que Geneviève est là. Donc voilà à quoi ça ressemble la cagette une fois qu'elle est faite. Ah, regardez, avec une belle petite coccinelle. Mais c'est ça, les vignes bio, il y a plein de choses dedans, il faut que ça vive un peu, quoi. Stéphane Tissot est un précurseur de la culture biologique dans le Jura, et c'est l'un des rares à produire le vin de paille dans les règles de l'art. Bon, il n'y a pas la coccinelle, mais je crois qu'elle est bien. Une nouvelle expérience pour Claire et Laure, originaires d'Alsace, qui sont pourtant des habitués des vendanges. C'est beaucoup plus minutieux, on prend soin du raisin. C'est autre chose. C'est la première fois que je fais ça, du vin de paille. On s'énerve pas à tirer très fort sur la grappe. C'est ma 6e vendange, mais c'est la première fois que je fais du vin de paille. Alors, vous trouvez ça comment, le Jura? Très joli. Ça donne envie de s'y installer. Rien qu'en regardant déjà la vue là en bas. Ah oui, j'aime beaucoup les paysages. sur les vignes. Ouais. Donc on fait encore une dizaine de mètres et puis on arrête là après. Pour produire ce vin liquoreux, Stéphane ne doit rien laisser au hasard. Chouette, hein? Car les raisins coupés aujourd'hui vont sécher sur la paille pendant plusieurs mois. La paille a toujours un effet conservateur. C'est-à-dire que dans l'ancien temps, ils conservaient toujours les pommes, n'importe quel fruit, sur la paille. Ce qui est intéressant, c'est qu'à la fin du séchage, ça j'espère qu'on le reverra, donc dans 4-5 mois ou plus, on prend une grappe de raisin, on va la tourner, la face qui est au contact de la paille est toujours plus belle que la face qui est à l'air libre. Et c'est impressionnant parce que vraiment ça montre tout le bénéfice qu'apporte la paille. On n'est plus que 2 ou 3 vignerons utilisés de la paille seulement dans le Jura. Et donc ça c'est de la paille bio qui vient de la plaine à 10 km d'ici. Le précieux chargement n'attend pas. Les cagettes rejoignent immédiatement leur nouvelle demeure pour les prochains mois. Direction le grenier. C'est là qu'on empile beaucoup de travail. Ici, Stéphane conserve 5 tonnes de ses plus beaux raisins. Grâce au lit de paille, ces grappes vont naturellement sécher jusqu'à l'hiver prochain. Le raisin va vraiment ce qu'on appelle passerier, c'est-à-dire qu'il va se confire, il va se concentrer en sucre, en acidité, en arôme aussi. Quand on fait un vin normal, on compte 130 kg de raisin pour donner 100 litres de jus. Et avec le vin de paille, pour 100 kg de raisin au début, on obtient seulement 20 litres de jus. Des fois même moins, ça dépend si on va un peu plus loin dans le séchage. C'est à cette patience et à cette exigence que le vin de paille doit son moelleux si particulier. Bon bah maintenant, puis on va faire quelque chose qu'on aime bien, c'est la petite cerise sur le gâteau, comme on dit, c'est finir un petit peu de déco. C'est ce que les Jurassiens appellent accrocher les chèvres. Une technique que les anciens utilisaient quand ils n'avaient pas assez de paille. Chaque année, à l'occasion des vendanges, la ville d'Arbois célèbre la fête du Biou en l'honneur de la récolte. Pour l'occasion, Stéphane et ses confrères vignerons se retrouvent pour fabriquer une grappe de raisin géante. Cela se passe toujours dans cette grange, autour de ce drôle d'objet. Donc là, voilà, c'est on va dire le squelette du Biou, c'est-à-dire que c'est là-dessus qu'on va accrocher les grappes de raisin pour confectionner la grappe énorme. Donc quand ça sera plein, ça devrait faire à peu près 100 kg. Une fois terminée, cette offrande sera transportée en procession par 4 vignerons à l'église d'Arbois. Faut qu'on charge un peu là. Ouais. C'est pas mal dans le début là. Voilà, comme ça, tu fais un petit crochet, tu prends dedans. La fête du Biou annonce la fin des vacances, la dernière réunion de famille de l'été, mais c'est surtout un hommage au travail des vignerons.
On arrive au terme d'une année de travail avec tous les aléas climatiques possibles. Et donc cette année, c'est superbe. On a des chardonnays là, de cette couleur-là, début septembre. C'est vraiment superbe. Il est assez joli, Ouais, c'est bien parti. Pour les avoir vus depuis qu'on est né, les bio, il a l'air quand même assez abondant et copieux. Donc, Vous êtes d'Arbois oui, nous sommes d'Arbois, mais nous habitons Paris. Et tout comme beaucoup de nos amis, nous rentrons tous les ans pour le week-end du bio, parce que c'est une institution. Une institution, c'est une fête, on se retrouve tous, et c'est un point marquant de l'année. Allez, on le fait tourner, voir ce que ça donne quand même là. Les vignerons ont bien travaillé. Belle année. Le lendemain matin, nous retrouvons Stéphane avec 3 de ses amis. Ils s'apprêtent à porter l'offrande jusqu'à l'église. Ces vignerons portent le bio chaque année jusqu'à ce qu'ils estiment qu'un autre viticulteur mérite de reprendre le flambeau. On fait un arrêt sur la place ou pas? 20 secondes. L'année dernière, on y avait fait là. Stop. Pratiquants ou non, les Arboisiens se rendent en grand nombre à l'église pour fêter le Biou. Bien plus qu'une célébration des vendanges, cette fête est avant tout un hommage à leur terre et à leur région. Avec cette offrande, les Arboisiens perpétuent 3 siècles de tradition et renouvellent l'espoir d'un bon millésime. Le bio restera accroché au-dessus de l'autel jusqu'à la fin des vendanges. Leur devoir accompli, les porteurs sont dispensés de l'office et s'éclipsent à la sacristie. Et bon, on va continuer à faire honneur au vin encore. C'est un privilège qui existe depuis quelques décennies ou siècles, on ne sait pas. Mais enfin, en tout cas, on prend le droit qui nous est accordé. Il faut quand même en garder un petit peu pour l'évêque, c'est tout, quoi. Moi, je suis toujours impressionné par l'élévation. Ce qu'on a fait toute l'année est pendu à ce câble, en fait. C'est toujours... j'ai toujours un petit frisson. On a bien fait. Allez au bio. Nous retrouverons Stéphane en hiver pour la fabrication de son vin de paille. Un autre des trésors du Jura, c'est la forêt. Elle recouvre près de la moitié du territoire. C'est la plus grande sapinière d'Europe. D'une qualité exceptionnelle, ces arbres sont devenus un élément précieux de l'habitat jurassien. Nous sommes au sud du Jura. Ici, l'épicéa protège les façades des maisons depuis 3 siècles. C'est l'un des meilleurs remparts contre les assauts du temps. Robert Dromard est un amoureux du bois. Avec un marteau, quelques clous, il habille les façades du Haut-Jura de tuiles d'épicéa, les tavaillons. Ça sert à protéger les façades des intempéries, de façon à ce que les murs ne soient pas mouillés. Alors un bon tavaillon, c'est un tavaillon qui dure le plus longtemps possible, donc une centaine d'années. Donc il va devenir gris. Robert pose 100 tavaillons au mètre carré. C'est bon, Guillaume. Un savoir-faire qu'il transmet à son apprenti Guillaume et son jeune stagiaire Léo. Voilà, Léo, tu pourras commencer à partir de là. À 14 ans, Léo s'imagine déjà tavaillonneur. Donc tu fais attention de bien croiser les joints, d'au moins 2 cm, pour bien aligner. Ah, et va dans l'autre sens, celui-là. Tu t'alignes, voilà, normalement on met un petit peu à cheval sur les deux, voilà comme ça, tu vois.
Un tour de main rigoureux qui se transmet de génération en génération. Et sur la maison voisine, il suffit d'un coup d'œil à Robert pour retracer l'histoire de la façade. Si on regarde bien ici, il y a deux sortes de clous. Tu as des clous comme ça, c'est comme les clous qu'on utilise. C'est des clous qui ont été émis, ça, il y a à peu près, justement, on va dire 130 ans. Mais avant, en tout cas, ce bardage en tavaillon qui est là, il y en a eu un autre qui a duré à peu près aussi longtemps. Et quand ils ont refait les tavaillons, ils ont laissé les lattes, tu vois, ces lattes-là. Et ces lattes, elles étaient accrochées, regarde, avec des clous forgés. Par exemple, celui-là, tu vois. Et ça, c'est un clou forgé qui tenait les tavaillons. Et ce qui est étonnant, c'est que ce clou-là, lui, il n'a pas 130 ans. Ce clou-là, lui, il a 200, 250 ans et il est resté en bon état. Et il a tenu 2 fois, en fait, les tavaillons, tu vois. Bon, maintenant, on voit que les lattes, elles sont un petit peu pourries. Et si on regarde bien, ben, les tavaillons, ils fonctionnent encore. Pouvoir résister au temps et aux intempéries, c'est tout l'intérêt des tavaillons. Un matériau écologique plus que jamais dans l'air du temps. Quand on parle de développement durable, on en parle beaucoup, mais on utilise des matériaux locaux avec relativement peu de transport, peu d'énergie pour les mettre en œuvre. Ça dure une centaine d'années et au bout de 100 ans, on peut encore s'en servir pour allumer le feu. Je crois que quelque part, on est pile poil dedans sans l'avoir fait exprès, quoi. Oublié dans les années 70, le tavaillon connaît aujourd'hui un nouveau souffle. Robert nous emmène découvrir un de ses derniers chantiers, le gîte que Benjamin Sévessan va ouvrir dans quelques jours. On va regarder un petit coup de ce côté. Comment ça se passe? La façade la plus difficile d'accès. Ce chantier, Robert l'a réalisé en 1 mois, avec 2 apprentis. Je trouve que c'est un matériau qui est très moderne, le tavaillon. Et c'était vraiment un choix, aussi bien esthétique que pour le produit, puis valoriser le travail local. On avait un tavaillonneur à 2 km, il fallait quand même essayer de mettre en valeur son travail. Donc, Et puis surtout, il n'y a pas d'entretien. Moi, Il y aura un changement de couleur, il n'y a pas d'échafaudage à remettre pour rebarbouiller. Exactement, ça c'était une volonté, ça. Mais de toute façon, les anciens avaient tout compris, hein. Ils savaient à quoi ça servait, donc comment ça allait vieillir. Moi, je veux que ce soit pareil. Je veux que ça... Et c'est pour montrer aussi qu'on peut faire du bâtiment moderne tout en utilisant des matériaux très... je dirais... Matériaux de patrimoine. De patrimoine, voilà. Avec 30 000 tuiles de bois et 36 000 clous, le gîte de Benjamin est maintenant protégé pour plus d'1 siècle. Mais pour que le tavaillon dure si longtemps, Robert a un secret. Et pour le découvrir, il faut prendre de la hauteur. Les arbres dont il a besoin ne se trouvent que dans certains coins reculés de la forêt du Jura. Rendez-vous à 1200 mètres d'altitude à la recherche des plus beaux épicéas. Oh là, ben, écoute, Robert, il y a celui-ci. Ah oui, ça c'est un bois qui m'intéresse, ça. Ok, on va s'avancer un petit peu plus près. Comme chaque année en octobre, Robert a rendez-vous avec Serge Mermet, un garde forestier de l'Office national des forêts. Il a pile poil les bons critères déjà. Au niveau de l'allure, peu de branches en bas. Ouais, effectivement. Bien rond, belle écorce. Je vais regarder si la fibre est droite. Voilà. Voilà, donc j'en enlève un tout petit peu. Et puis je tire dans l'écorce interne. Et en fait, le bout de mon appareil suit la veine. Et là, je m'aperçois qu'en fait, eh bien, j'ai tout simplement un arbre qui a la fibre droite. C'est pile poil le genre d'arbre qu'il me faut pour le travail que je fais. C'est le grand jour. Robert va couper 15 épicéas pour fabriquer 1 an de tavaillon. Je ne manquerai pas ce jour-là pour rien au monde. C'est pas un jour de vacances, on ne peut pas dire ça comme ça, mais en tout cas, c'est un bon moment de l'année, justement. Ce géant de la forêt mesure plus de 30 mètres. Sa chute va être délicate.
Christophe Millet, le bûcheron, a une technique bien particulière pour vérifier l'entaille. Avec le bout de mes mains, à chaque côté, là, je regarde si elle est relativement correcte, en prenant en compte les branches en haut, puis un petit peu le vent qui s'est levé. Donc voilà, on est parti pour l'abattage. Donc Robert, je te ferai signe. Oui. Tu vas me mettre le coin là, voilà, à la petite enflure. Là, tu commences pas le plus petit. Normalement, il devrait aller pas mal. Si le vent faiblit, c'est génial. Voilà. Opération à haut risque, car maintenant, tout est question de précision. Il ne faut blesser personne et maîtriser la chute de ce colosse de 4 tonnes. Attention! Dégage-toi! Oh mon Dieu! Lâche-le, lâche-le, lâche-le! Chaud, hein? Ouais, de justesse, hein. Pas légèrement taché. Il est un peu pourri au centre, là. Mais c'est pas un gros souci, je pense que ça va pas très loin. Puis là, bon, si on veut connaître l'âge de l'arbre, on compte le nombre de cernes. En gros, si par exemple il fait une trentaine de centimètres de rayon, eh bien si les pousses sont d'1 millimètre, on arrive quasiment à 300 ans. Ces arbres, plusieurs fois centenaires, sont des bois rares, les mêmes que ceux recherchés par les luthiers. Avec ces 15 arbres, Robert va réaliser une dizaine de façades en Tavaillon. C'est pas triste de couper les arbres? Non, parce qu'on se dit la forêt, elle a besoin de renouvellement. On se dit on va enlever celui-là, regardez, le petit sapin va pousser, le petit épicéa va revivre. Hop, regardez là, hop, à mon pied, voilà. Donc on va laisser la place aux autres. Une forêt qui n'est pas du tout exploitée, c'est une forêt qui dépérit. Ça devient une vilaine forêt dans laquelle on ne peut rien tirer. Donc c'est très très important qu'elle soit gérée et entretenue comme il faut. Prélever, entretenir, mais aussi planter les forêts de demain, c'est la mission de l'ONF. Pour cela, les forestiers récoltent les meilleures graines d'arbres depuis des siècles. En 1860, dans le Jura, ils ont mis au point une technique étonnante pour aller chercher les meilleures semences tout en haut des arbres. Une tradition qui se perpétue aujourd'hui. Francis et Julien sont ce que l'on appelle des écureuils. Ils sont seulement 4 en France à faire ce métier à haut risque pour l'ONF. Avec ses échelles en aluminium, Francis va escalader le plus bel épicéa de la forêt pour aller cueillir les pommes de pin. Ouais, on attaque. Une opération qui fascine Robert. L'arbre choisi est un épicéa de 35 mètres dans la force de l'âge. Les plus belles graines de l'arbre sont tout en haut de l'arbre. Donc nous, on n'a pas le choix, il faut monter jusqu'en haut pour les récupérer. En tout cas, c'est un boulot bien physique qui fait ton collègue. Et puis, il y a quand même cette notion de risque, il faut être... voilà. Parce qu'il est sur l'échelle, il a sa petite sangle. Francis est maintenant à 20 mètres du sol. Le plus dur reste à faire. Bon bah, on attaque les branches. C'est parti. Francis est toujours assuré, mais il se hisse maintenant à la seule force des bras. Faut essayer de garder tout le temps 3 points d'appui pour éviter de décrocher. Que je descende pas les 35 mètres. Je vais commencer à récolter. En fait, j'ai une formation d'élagueur à la base, et puis après, quand je suis rentré à l'ONF, on m'a demandé si ça m'intéressait. Puis j'ai essayé avec un collègue, puis ma foi après, c'est avec des aptitudes, et puis c'est tout, quoi.
Bah, faut être un peu en forme physiquement. Et puis pas trop craindre le vertige. Il va falloir à Francis une bonne heure pour récolter 40 kilos de cônes, le fruit de l'épicéa. Ah, là, je vais jeter le sac. Attention en dessous! Je voudrais bien voir ce qu'il y a là-dedans. Un peu le sac. Après tant de risques, le fruit de la cueillette est la plus belle des récompenses. Quand il commence à gommer, c'est qu'il vient mûr et puis il s'ouvre. Puis après, c'est le vent qui disperse les graines. Beaucoup d'efforts pour la toute petite graine qui est ici. Voilà. Ces cônes vont maintenant rejoindre la sécherie de la Joux, à quelques kilomètres de là. Un endroit unique en France. Ce grenier de nos forêts conserve les graines de toutes les essences de l'Hexagone. Plusieurs tonnes de semences sont traitées ici chaque année pour replanter les forêts de demain. Ainsi, cette chambre froide contient un stock suffisant pour reboiser toute la France. Alors que les chantiers de l'automne se terminent peu à peu, s'ouvre pour Robert une nouvelle saison. C'est le temps de la fabrication des tavaillons. Odeur des essences, contact avec le bois, l'amour de son métier commence là. On voit la sève qui circule. Ça, c'est... On peut faire des bonbons avec, je crois. Oui, en tout cas, ça sent drôlement bon. Alors, quand on a plein d'écorces dans l'atelier et qu'on rentre le soir et qu'on en a plein partout de cette odeur de résine, on a, comment dire, on se dépêche pas d'enlever ses vêtements parce qu'on est bien dedans. Voilà. Pendant l'hiver, Robert va ainsi façonner 120 000 tuiles d'épicéa. Dans la quiétude de son atelier, Robert peaufine chaque tuile. On commence au mois de décembre et puis jusqu'au mois d'avril, on travaille dans l'atelier. Alors, on fait ronfler le fourneau avec les chutes de bois, ce qui ne sert pas à faire les tavaillons. On regarde neiger par la fenêtre. Et puis, quand on en a assez d'être à l'atelier, bon, on va faire un petit tour en ski autour de la maison. Nous sommes début octobre. À 1400 mètres, la première neige est tombée sur les alpages. Robert a quitté son atelier. Il est accompagné de son fils Béranger. Ils viennent partager aujourd'hui un moment devenu rare dans le Jura. Passe. Tiens, scoot et puis un coup. Bonjour tout le monde. Avec ses amis, il s'apprête à redescendre les vaches des alpages. On appelle cela la désalpe. Une tradition qui avait disparu et que Claude Fleury a relancée. Claude, il est collectionneur de cloches. Il en a une certaine quantité. Combien? 600, plus de 600. Plus de 600 cloches. Et puis, c'est lui qui est à l'origine, en fait, du fait qu'on fait la désalpe de manière traditionnelle avec Roland et Denise. En fait, les bêtes, pendant un moment, elles descendaient en camion. Puis je lui ai dit, c'est quand même mal fait de monter des bêtes et les descendre dans une bétail. Et là, on est venu comme ça. J'ai dit, moi, je fournis les cloches et on fait la désalpe. Ces vaches vont porter des cloches typiques du Jura suisse. Les plus imposantes sont des toupins.
Et un toupin digne de ce nom pèse jusqu'à 19 kilos. Une pure Simmental qui fait 650 kilos, elle le porte très bien. Et il y a une façon de marcher. Il y a des vaches qui font bien sonner les cloches. Ah ben il y en a, elles balancent bien comme ça la tête. Des cloches, mais aussi des fleurs, pour illustrer la fierté partagée d'appartenir au monde rural. Les fleurs, on les met plutôt sur les petites. Celles qu'on décorne, par exemple, ça va mieux pour les accrocher. Mais il faut surtout faire quelque chose de joli dans l'ensemble, comme un bouquet. Et aujourd'hui, la meneuse de revue, c'est elle, Carla. T'as pu serrer de ton côté? Ah, moi j'ai mis au dernier trou. Au dernier. Ça, c'est celle qui va normalement être devant, tout le long. C'est elle qui va être devant. Celle-là, on l'appelle, elle nous suit, c'est un peu comme un chien, ça. Les 45 vaches sont parées. Le berger en tenue officielle peut donner le départ. Et le troupeau est parti pour une descente de 15 km. La Désalpes est un moment de partage, de fête, de retrouvailles, mais c'est aussi le bonheur de s'inscrire dans une tradition qui remonte au Moyen-Âge. Oh là, doucement. Et pour Claude, c'est un moment d'émotion intense. Viens là, viens. La Désalpes, c'est sacré, quoi. Ça fait partie d'un patrimoine qu'il faut sauvegarder. Et puis surtout, quand on entend ça, pour moi, ça me reste là. Les accompagnateurs ont un rôle important. Éviter que les vaches ne prennent la clé des champs. L'entraide, c'est tout le sens de la Désalpes. Pour moi, c'est surtout l'occasion de faire une marche, d'accompagner les vaches. Puis on est dans le monde rural, on est dans la forêt, dans les pâturages, la montagne. Tout ce qu'on aime bien. Derniers instants de liberté pour le troupeau, avant de retrouver la chaleur de l'étable. Avec une vue imprenable sur le massif du Mont Blanc. Retour à l'ouest du massif où se situe un petit paradis bien protégé. Il y a 50 ans, se trouvait ici une vallée avec ses fermes, ses champs et ses troupeaux de vaches. C'est aujourd'hui le lac de Vouglan, le 3e plus grand lac artificiel de France. Mais c'est aussi un sanctuaire. Dans ses fonds, ce lac dissimule les vestiges d'un monastère du XIIe siècle. Après la construction du barrage en 1969, ce monument historique a été englouti par les eaux. Construit au Moyen Âge, ce monastère est l'un des plus anciens de l'ordre des Chartreux. À la Révolution française, les moines sont chassés, il est alors vendu à des particuliers. En 1968, la construction du barrage oblige les derniers propriétaires à abandonner la Chartreuse. Elle est alors noyée à plus de 60 mètres de fond. Aujourd'hui, la Chartreuse passionne les amateurs de plongée. Je vous passe mon matériel. Spécialiste des plongées extrêmes, Gérald Neigeon va la faire découvrir à Thierry Hustin. Il est venu exprès de Belgique pour explorer ce monument unique en son genre. Et depuis 18 ans, pour Gérald, cette chartreuse est devenue une vraie passion. Au début, c'est une plongée, puis après, on veut savoir ce qu'il en est, et puis après, on creuse, et après, on tombe amoureux de ce bâtiment. C'est ça que je suis très heureux de découvrir Gérald aujourd'hui pour profiter de sa connaissance du bâtiment, pour avoir
une plongée exceptionnelle. À 60 mètres de profondeur, la plongée est certes exceptionnelle, mais aussi dangereuse. Pour limiter les risques, Gérald et Thierry vont être accompagnés de 2 autres plongeurs. Briefing. Première étape, repérer le parcours grâce aux dernières photos du bâtiment. Donc je rentre dans ce porte-là. D'accord. Voilà, donc l'idée, c'est de prendre ce couloir. Donc il y a le porche qui est de l'autre côté, qu'on voit pas là, qui est caché par le bâtiment de l'hôtellerie, mais qu'on a vu sur l'autre plan. Donc ensuite, c'est de prendre ce couloir où il y a toutes les voûtes gothiques au plafond, donc avec 2 fenêtres, une porte, 2 fenêtres. Parfait. À ces profondeurs, l'eau est à 4 degrés et il fait nuit noire. La pression est telle que l'on utilise un équipement spécifique. En plus de ses 60 kilos de matériel, Thierry a également apporté de Belgique sa caméra. Des images qui vont permettre à Gérald de mieux faire connaître la Chartreuse. Alors c'est une caméra standard qu'il y a dedans. La seule chose, c'est qu'il y a une belle boîte étanche. Et qui est étanche, surtout aux pressions à laquelle on va aller. On va descendre à 60 mètres, ça veut dire qu'on a à peu près 7 kg par centimètre carré. 7 kg par centimètre carré, ça veut dire que sur le caisson, on va avoir plus de 100-150 kg qui va appuyer dessus. Donc c'est ça que c'est du matériel qui est très pointu, qui nous permet de ramener des beaux souvenirs. Gérald a déjà plongé une 50aine de fois sur la Chartreuse, mais le frisson est toujours là. Heureux, mais toujours un peu stressé. Faut être honnête. Parce que c'est tellement de préparation, on est là... Disons qu'avant la plongée, on est là à se dire et ça c'est bon, et ça c'est en ordre, il n'y a pas de bruits anormaux, etc. Et puis quand on est dessus, oui, alors là c'est fantastique. À une telle profondeur, les temps de plongée sont limités. Thierry et Gérald n'ont que 13 minutes pour filmer les vestiges de la Chartreuse. Des images qu'il commente dès la fin de la plongée. Là, c'est l'entrée du couloir au rez-de-chaussée. C'est vraiment le premier couloir au rez-de-chaussée. Voilà, avec toutes les fenêtres sur le côté. Voilà, là on les voit bien là maintenant. Voilà, sur le côté, il y a une espèce de cavité pour mettre certainement, il y avait une statue à l'intérieur. Une niche. Une niche, voilà. Voilà, là je passe par la fenêtre pour ressortir. Oui. Donc là voilà, je suis sorti du bâtiment. On voit bien la vase là, qui a monté au fil des années. Toute la craie au fond, ouais, toute la craie qui s'est déposée. C'est un espèce de limon très fin. C'est tout léger, c'est comme de la craie. C'est comme de la craie. Voilà, on voit toute la corniche en bois. Tu te rends compte, ça fait plus de 40 ans que le bois est sous l'eau et il est encore intact. Et là, on rentre dans la pièce où il y a le piano. Tu le vois d'ailleurs, là. Voilà. Ah oui, on le voit bien. Voilà. Ah oui. Voilà. Piano de cuisine. Ah oui, il est quand même bien enseveli sous le limon. Une expérience émouvante pour Thierry. On rentre dans la maison de quelqu'un d'autre, donc on a déjà une certaine humilité parce qu'on rentre dans un bâtiment qu'on ne connaît pas, mais bien sûr, on pense à toute l'histoire, à toutes les personnes qui étaient dans ce bâtiment dans les années ou les siècles précédents, mais c'est vrai que c'est prenant. La découverte se poursuit derrière ces arbres. Gérald réserve une surprise à Thierry. Alors ? Ah oui. Alors ? Une partie de la Chartreuse sauvée des eaux. En 1969, avant l'immersion, les pouvoirs publics ont accepté d'épargner une partie de la Chartreuse. Ces pavillons d'entrée ont alors été démontés et reconstruits pierre à pierre, à quelques pas du lac. Cette construction est une clé essentielle pour imaginer l'allure du monastère au Moyen Âge. C'est à peu près
entre un 15e et un 20e du monastère. On ne se rend pas compte sous l'eau de la dimension parce qu'on éclaire trop peu. Voilà. Oui, quand on a notre spot, voilà, on voit ce petit morceau de mur. Et il faut s'imaginer la dimension complète du bâtiment, c'est impossible. Et même quand on s'est promené pendant 12 minutes au fond pour essayer d'avoir une idée, on a une vision que très parcellaire du bâtiment. En plus de l'entrée, quelques vestiges de la Chartreuse nous permettent d'imaginer la dimension des lieux. Deux colonnes, piliers, ont été remontés aussi. Et ils étaient situés en haut de la grande terrasse. Une terrasse, mais aussi 2 cloîtres, une église et une chapelle où vivaient seulement une dizaine de moines. Il y a des vestiges là qui sont intéressants aussi. Cette pierre-là, c'est la croix du cimetière. Un des principes des Chartreux, c'est que le Chartreux ne doit pas avoir peur de la mort. Donc, pour ne pas en avoir peur, il doit y être confronté en permanence. Donc, les cellules des Chartreux étaient disposées autour du cimetière, ce qui faisait que chaque fois qu'ils sortaient, ils tombaient nez à nez avec le cimetière. Moi, ça me donne envie de creuser encore plus l'histoire du monastère pour mieux comprendre comment ils vivaient. Il faut encore creuser, dans les deux sens du terme, sous l'eau et dans les archives. Sur les rives du lac de Vouglan, la Chartreuse n'a pas encore révélé tous ses secrets. À 50 km de là, le Jura abrite une étonnante folie. Dans un écrin de verdure, un palais vénitien. Copie exacte d'un chef-d'œuvre d'Andrea Palladio, l'architecte phare de la Renaissance italienne. Harmonie des proportions, symétrie des façades, au XIXe siècle, un jurassien sentiche du style palladien. Ce joyau est aujourd'hui une maison d'hôte. Bonjour, messieurs, dames, et bienvenue. Enchantée. Alors, je m'appelle Brigitte. Enchanté. Et je suis l'heureuse dépositaire du trésor. Beau trésor. Ce couple vient s'offrir le rêve vénitien au milieu du Jura. Est-ce que vous voulez que je prenne la valise? Il est reçu par Brigitte Canard. Depuis 10 ans, elle se dévoue avec son mari pour sauvegarder cette villa palladienne en l'ouvrant au public. Inspirée du maître italien, la rotonde, qui surprend toujours les visiteurs. Ah là, ça c'est impressionnant. Quel auteur fait cette rotonde? 16 mètres de haut. Alors, la vocation initiale. Alors, en fait, on est au cœur de la maison, hein, c'est son poumon. C'est vraiment un théâtre à l'italienne. C'est un petit théâtre, une série de 8 colonnes avec un décor néoclassique peint en doré, une élévation de 3 balcons. Hein. Et puis, c'était fait pour accueillir 10 musiciens. Il y a une acoustique merveilleuse. Une coupole exceptionnelle qui a fait un jour basculer la vie de Brigitte et Claude, son mari, alors qu'ils cherchaient une maison à acheter. Il y avait une annonce qui disait la chose suivante. Alors, 90 km de Besançon, 90 km de Dijon, 90 km de Genève, villa néo-palladienne, 10 hectares de parc, décor pompéen, et il y avait une photo de la rotonde. On a pris rendez-vous, on a fait la visite, et là, on a été... On a perdu le sommeil, en fait. On se disait quand même, c'est pas possible. On trouvait que c'était tellement beau, tout simplement. Hein. Et voilà, alors c'était pas dans nos moyens du tout.
Mais le temps, quelques jours sont passés et on s'est vraiment vu s'occupant de cette maison. On va passer par ici. Une maison où le temps semble s'être arrêté au début du 19e siècle. Ici, tout est resté comme le propriétaire Emmanuel Jobet l'avait imaginé. Alors, la chambre de Monseigneur. Voilà un beau lit à baldaquin, hein, avec des bronzes ciselés dorés. Un beau papier peint avec les scènes en trompe-l'œil qui sont installées au-dessus des portes. Hein. Ça, c'est très intéressant. Ça rappelle les scènes découvertes dans ces années-là à Pompéi. Les grandes fouilles de Pompéi ont passionné les intellectuels du monde entier au début du 19e. Et ça, c'est important de penser que Jobet, cette famille au fin fond du Jura, quand même, on dirait, eh bien, s'intéresse à toutes sortes de sujets. Poète à ses heures, Emmanuel Jobet est un érudit. Il rêve de renaissance italienne, mais ne veut pas se passer de la modernité du 19e siècle. Au-dessus de cette cheminée, un dispositif rarissime. À la place du miroir, une simple vitre qui permet de se voir d'un salon à l'autre. Une autre innovation, les fresques des villas palladiennes de la Renaissance sont remplacées par des papiers peints en trompe-l'œil, éminemment à la mode au 19e siècle. Ici, Psyché et Cupidon, dessinés par le peintre David pour la prestigieuse manufacture de papier peint Zuber. Un ensemble qui a miraculeusement échappé aux affres du temps. Depuis 10 ans, conserver la villa intacte est pour Brigitte et Claude un travail de chaque instant. Aujourd'hui, Henri Janet, un jeune ébéniste de la région, rapporte les derniers meubles qu'il a restaurés. On va le mettre ici, et moi je vais déplacer celui-là. D'accord. Brigitte a renoncé à sa carrière professionnelle pour se consacrer entièrement à l'entretien de sa maison. Voilà. Il est solide autrement? Oui, on peut s'asseoir dessus, allez-y. Il n'y a pas de problème. Donc il est considéré comme utilisable. Oui. Je suis ravie. Voilà, alors la petite table, eh bien, on la met là où tu l'as prise. C'est un meuble qui a certainement accueilli des fleurs, des pots de fleurs, des vases à fleurs, des bacs à fleurs. Et en fait, tout était terriblement abîmé. J'avais presque plus de damier. Hein. Prochaine mission pour Henri, ce guéridon Charles X. Bon, alors, le plateau, pour moi, le problème majeur, c'est quand même ça. Hein. C'est le plus simple. Ça, c'est une pièce à refaire en marqueterie, mais ça, on peut refaire sans Ça, tu peux problème. faire ça, super. C'est un peu un rêve d'ébéniste restaurateur, quoi, de voir tout ce que les artisans étaient capables de faire à l'époque. Et puis, nous, du coup, on fait revivre justement leur travail en conservant le patrimoine mobilier qu'ils nous ont laissé. Depuis 2 siècles, la maison a gardé tout son mobilier. Un fait particulièrement rare qui a participé au coup de foudre de Brigitte et Claude. Tous les meubles qui sont ici ne sont jamais sortis de la maison. Hein. Ça, c'est très important. C'est tout le charme de l'endroit. C'est aussi à cause de la présence de ce mobilier qui n'a jamais quitté cet univers qu'on sent cette harmonie. Il n'y a pas eu d'apport personnel de fait dans cette maison. Parmi les merveilles de la villa, ce papier peint de 1827. Il représente une bataille napoléonienne mythique, la campagne d'Italie. C'est le dernier exemplaire complet exposé en France, mais son état est préoccupant. Il est urgent de le sauver. C'est dans cet escalier que vous allez avoir une première approche extrêmement parlante. Et dès le dessus de... Aujourd'hui, Brigitte et Claude reçoivent Agnès Vallet, restauratrice de papiers anciens. Elle vient faire un état des lieux. La chose déjà qui est plutôt intéressante, c'est que le papier peint n'est pas collé sur le mur. Parce que ça, c'est quelque chose qui pourrait compliquer, pas la restauration, mais en tout cas la dépose. Et en général, c'est ce qu'il y a de plus difficile dans la restauration d'un papier peint, c'est de pouvoir le défaire du mur. Là où il y a des manques, comment vous allez faire? Alors, où il y a des manques, je
pense qu'il y en a quelques-uns, mais ils sont pas énormes, les manques. Là, on viendra faire des incrustations avec un papier japonais. Les blessures du papier ont probablement été aggravées par son emplacement atypique. Souvent, les papiers peints panoramiques sont installés dans des pièces où on a une vision à 360 degrés pour voir l'intégralité de l'histoire. Et souvent, les papiers peints mesuraient 3-4 mètres de long. Le ciel, en fait, faisait souvent 2 mètres de haut. Et il était coupé en fonction de la hauteur de la pièce. Oui. Quelques jours plus tard, le sauvetage commence. L'opération s'annonce extrêmement difficile. Aussi, Agnès a fait appel à une autre restauratrice pour la seconder. Ouais, bon, on prendra après. Là, c'est vraiment le lait qui est le plus en mauvais état. Il est déchiré dans toute la largeur. Donc finalement, on a décidé qu'on allait enlever cette partie-là toute seule et l'autre en dessous, enfin vraiment les dissocier, quoi. Le risque principal, c'est que le papier parte en morceaux. Alors, avant toute manipulation sérieuse, il faut le consolider. On applique un voile de Japon fin qui doit faire à peu près du 11-12 grammes avec une colle qu'on applique au pinceau et qui est très diluée pour pouvoir l'enlever une fois qu'on aura fait le démontage du papier peint. Je ne maîtrisais pas quand même la quantité de blessures qu'il y a sur les panneaux. C'est énorme en fait. Attends. Je vais poser ça parce que du coup... Autre difficulté, décoller le papier de la toile qui est en dessous. T'arrives à voir? T'es devant. Est-ce que tu veux pas prendre la grosse spatule en bois? Si, mais ça accroche beaucoup. C'est bon, on y est. Alors, je lâche ça. Ben voilà. Ben, tu vois le non-tissé? Au dos, des traces de moisissure. C'est très moisi derrière. Il était temps. Puis il y a de la poussière aussi. Hein. C'est bon? Je l'ai en main. Sinon, vous prenez... Une fois le lait décroché, les ravages du temps sont encore plus spectaculaires. Je reste là. D'accord. Mais pas une minute à perdre, il en reste encore une dizaine à enlever. Moi là, je suis au bord. Cela prendra la journée. C'est bon. Tu peux à droite? La restauratrice nous donne rendez-vous dans 3 mois pour la repose de la campagne d'Italie. À l'étage, Claude s'affaire à un projet très ambitieux. La reconstitution de la bibliothèque d'origine. Quand Brigitte et Claude sont arrivés ici, les 35 000 volumes de la famille Jobé avaient disparu. Mais grâce à Claude, les livres retrouvent peu à peu leur place dans les rayons. Pour cela, il cède de ce manuscrit exceptionnel l'inventaire de tous les ouvrages. Donc j'avais absolument tout. Je savais exactement où étaient les livres des Jobé quand ils étaient là et quels étaient ces livres. Pour Claude, ce fut le début d'une incroyable chasse au trésor. J'ai pu déjà retrouver certains ouvrages. Par exemple, le numéro 969, cours de littérature ancienne et moderne, par François Laharpe. Eh bien, je vais vous montrer. Voilà. Cours de littérature par Jean-François Laharpe. Alors, quand Claude n'est pas dans son cabinet de kinésithérapeute, il continue ses recherches dans le but d'ouvrir cette bibliothèque au public. Les mois ont passé, le froid s'est installé sur la villa palladienne. C'est le grand retour d'une partie de la campagne d'Italie. Donc, là, il va falloir qu'on mette debout. Un peu plus par là. Agnès a fini de restaurer le papier peint et l'a fixé sur des châssis pour faciliter l'accrochage. Non, mais on part sur le côté, là. Ça va pas. Ça, c'est un des morceaux qui était vraiment très, très abîmé.
Et d'arriver... Je pensais franchement pas que ça revenait comme ça, même si j'étais confiante. C'est splendide. Elle a fait un travail extraordinaire. Après des semaines de retouches méticuleuses à la gouache, la comparaison du papier avant et après restauration est époustouflante. Je suis contente. Il y a une bonne lumière comme ça, là. Le résultat n'est pas trop... Il y aura des petites retouches à faire. C'est important de penser que c'est stabilisé, ça ne bougera pas. Je ne sais pas combien de temps ça dure, une restauration comme ça. Il n'y a pas de... Mais c'est fait pour son temps, hein. Moi, nous, on espère. Hein. Normalement, on fait en fonction... on fait en sorte que voilà, le vieillissement aille le plus loin possible. Il faudra encore quelques mois pour que le reste de la campagne d'Italie retrouve sa place dans l'escalier. Retour en Arbois. La cité n'est pas seulement le haut lieu du vin, elle est aussi la patrie d'un des plus grands chocolatiers de France. Au cœur de la ville, Stéphane Tissot, notre vigneron, n'a que la place à traverser pour rendre visite à son ami Édouard Hirsinger. Hola Doudou. Ça va? Salut Steph. Hirsinger, un nom célèbre à Arbois depuis 4 générations. Des petites fleurs. Ça va? Ouais. Alors ça, je vais mettre ça sur mes tartes en décoration. Voilà, sur mes petites tartes framboises. Ouais. Parce que sur du rouge, ça... Regarde. Ça éclaire le gâteau. Et puis là, comme c'est la fin de saison, ils viennent violettes un peu. Donc on a des nuances de ton, c'est super mignon. Pour Édouard, son jardin est avant tout un lieu d'inspiration. Le jardin, au départ, il est familial, c'est un potager. Donc il y a la partie paternelle, séparée du fils avec une allée. Et puis il y a aussi des herbes aromatiques, des plantes qu'on utilise pour faire des produits, que ce soit des pâtisseries ou des confiseries ou des chocolats. Et puis au fond, il y a des kiwis. Il y a aussi une plante jurassienne à la réputation sulfureuse. Je vais aller ramasser un petit peu d'absinthe pour mes derniers chocolats d'été. Tu vois, regarde. Là, ça repousse. C'est chouette, hein? Voilà. Donc ça, c'est l'absinthe. Alors, c'est hyper odorant, hein. Et c'est avec ça que je fais une ganache, hein, pour faire un chocolat d'été. C'est un hommage à votre terroir? Peut-être aussi à mes racines, parce que ma maman est originaire d'un petit village à côté de Pontarlier. Et Pontarlier, c'était la capitale de l'absinthe. À la fin du 19e, il y avait des centaines et des milliers d'hectolitres d'absinthe qui étaient produits à Pontarlier. Et ça inondait toute la France. La fameuse absinthe, la fée verte, dont on disait qu'elle rendait fou. Interdite en 1915, sa recette est modifiée puis à nouveau autorisée en 2001. Pour célébrer l'événement, Édouard a eu l'idée d'une confiserie. Avec cette plante typique de la région, c'est le goût du Jura qu'Édouard veut insuffler à ses chocolats. Et il a fallu de nombreux essais pour trouver le bon équilibre entre la douceur du cacao et l'amertume de l'absinthe. Voilà, avec 3 toutes petites branches, on fait tout ça de chocolat, à peu près 200 pièces, quoi. Pour sublimer les saveurs d'absinthe, Édouard nappe la ganache d'une pâte d'amande maison, qui disparaît comme par magie sous un voile de chocolat. Enfin, pour faire frétiller les papilles, une étoile d'anis. Naviguant entre tradition et innovation, Édouard revendique des chocolats en accord avec l'authenticité de son terroir. Il y a des plantes qu'on va cueillir dans la nature pour faire des chocolats selon la saison, selon la période. Alors, en exemple, Paléa gentiane. Donc la gentiane, c'est une fleur qui pousse dans les montagnes jurassiennes. On parfume une pâte d'amande avec. On a aussi le noyer curry. Et on a fait donc ce chocolat pour le déguster avec le vin jaune. Les produits issus du terroir sont une partie de moi-même, une partie de mon identité. Et je pense que
Il faut plutôt être fier de ses origines que d'essayer de les renier. Par exemple, j'ai un accent marqué, oui, ça fait partie de ma personnalité, je ne vais pas essayer de le changer. Et il faut être authentique, donc pas chercher à être autre chose que ce qu'on est. Donc les chocolats, ils sont un peu une image de moi-même, quoi. Une authenticité ancrée dans les lieux, puisque depuis 4 générations, la famille Hirsinger a toujours travaillé dans la même maison. Direction les sous-sols, où Édouard et son père Claude ont installé un véritable musée. Parmi les trésors, la vitrine de 1900. Mais la grande fierté de Claude est une innovation d'avant-guerre. Alors, le distributeur de glace automatique, papa avait acheté ça en 1938, on le mettait sous l'arcade, et c'est un appareil qui a fonctionné l'été 1938, l'été 1939. La guerre est arrivée, on a fermé la boutique 5 ans. Alors, c'est un conservateur, c'est pas un réfrigérateur. Tous les matins, on mettait de chaque côté des accus de froid et on mettait des petits pots de glace dans le barillet. Et on arrivait à avoir 100 pots de glace là-dedans. Quand on a rouvert la boutique, le monsieur qui l'avait mis au point était un ami de papa. Il lui avait dit je vais vous le remettre au point l'année prochaine, je le remets en fonction. Et puis on n'a jamais pu parce que la monnaie était trop instable. Voilà. Avec l'inflation, le prix des glaces augmente sans cesse. Le monnayeur ne peut pas suivre, le distributeur est abandonné. Autre curiosité, le plan de travail du grand-père d'Édouard. Beaucoup de ces ustensiles sont devenus très rares. La main, notamment la main pour la farine. Alors, autrefois, on utilisait peu les balances, donc il y avait des unités qui correspondaient à la physiologie des gens. On plongeait la main dans la farine et ça correspondait à un certain volume. Et puis les fouets, là, c'est papy qui les faisait, c'est ça? Oui, il repliait les tiges de fer et ça était enfoncé dans le bois comme des clous. Il donnait la bonne courbe et puis après, il serrait comme il faut, un fil de fer très fin. Alors ça, c'était pour travailler des crèmes ou battre des jaunes d'œufs. Et puis on a aussi quelque chose qui est assez rare, c'est la corne. Dans le métier, on corne. Quand on dit corner, c'est ramasser l'intérieur d'un récipient avec maintenant un objet en plastique. Mais autrefois, c'était de la vraie corne de vache. Donc ça, c'est une vraie corne. C'était trempé dans l'eau pour que ça soit souple. Oui, constamment dans l'eau. Alors, il était très souple, comme un caoutchouc. C'est vrai que chaque objet a une histoire. Et quelle histoire, voilà. Depuis 1900, de père en fils, la famille Hirsinger se transmet le matériel, mais aussi les secrets de fabrication. Parmi les recettes mythiques, les marrons glacés. Nous sommes en novembre et c'est le début de la saison. Traditionnellement, cela commence entre copains pour un premier épluchage. Ça s'appelle le cul du marron. OK ? Alors, on commence par le cul, comme ça. On glisse le couteau entre la peau et le fruit et on tire, comme ça. Et un gars qui sait bien éplucher, on le reconnaît, il fait des gros morceaux. Puis celui qui ne sait pas, il fait des petits comme ça. Donc on va vous juger à votre tas de pluches. Parmi les travailleurs du soir, Sylvie, la femme d'Édouard, mais aussi Stéphane Tissot, notre vigneron, et quelques passionnés venus de loin. Il y a un Irlandais, là, avec sa petite barbichette. Hals, c'est les marrons qui nous ont fait connaître. Il y a 5-6 ans, je ne sais plus exactement. Ça m'a pris quand même 3 ans pour le convaincre de me laisser rentrer dans son entreprise, mais après, il ne peut pas s'en débarrasser de moi. Ouais. Je suis chocolatier confiseur de métier et je voulais justement ne pas laisser perdre une tradition, d'autant plus que la maison Hirsinger, c'est une maison plus que centenaire. Donc il y avait des choses ici qu'on ne pouvait pas apprendre ailleurs. En effet, la maison Hirsinger est aujourd'hui une des toutes dernières en France à confectionner les marrons glacés de manière 100% artisanale. Autrefois, tout le monde les faisait, quoi. Donc, quand mon arrière-grand-père faisait ça, il n'y avait rien d'exceptionnel. Et plus ça avance, plus ça devient exceptionnel parce que
Vu en fait le temps de main-d'œuvre, le temps passé à faire toutes les étapes de fabrication pour arriver au produit fini, eh ben, ça a fait peur de plus en plus aux pâtissiers. Et puis, comme ça s'est arrêté petit à petit. Donc, c'est un savoir-faire qui se perd. Comment ils font les autres, alors? Ben, ils achètent des marrons au sirop dans des boîtes que font des sociétés spécialisées. Pourquoi vous continuez? Parce que je me sens déjà le devoir de continuer par rapport à mon père, mon grand-père, qui ont toujours fait ça. Et je me dis que moi, j'ai pas le droit d'arrêter. Et puis en plus, en tant que meilleur ouvrier de France, on a aussi, dans l'esprit du concours, on doit être gardien d'un savoir-faire et d'une tradition. Donc, voilà, on en tient un, on va pas le lâcher. Quand tu vas confire, tu vas mettre quelques aromates dedans, oui, vanille ou des choses. Vanille, c'est tout, ouais. Vanille, c'est tout uniquement. Ouais, vanille. Et ce soir, ils éplucheront 16 kilos de marrons, un dixième de la production de Noël. Le lendemain, la première cuisson est terminée. Délicatesse et patience sont les maîtres mots pour réussir les marrons. Un tour de main réservé aux professionnels. Et pour l'occasion, le père d'Édouard a remis sa toque. C'est la dernière étape de pluche. C'est la plus longue, la plus délicate. Des fois même en prenant soin, le dernier bout de peau il t'éclate dans les mains. T'enrages, quoi, parce que ça fait plusieurs minutes que t'es dessus et puis tac. Au lieu de faire un marron entier, ça te fait des miettes, quoi. Pour Claude, retrouver les gestes hérités de son propre père est toujours une grande émotion. Je suis très content, pour moi d'abord, et puis je pense à mes ancêtres qui voient Édouard, qui doivent être très contents de voir que tout se perpétue, que les gestes sont toujours là. Voilà. Immergés dans un sirop à la vanille, les marrons vont cuire tout doucement pendant 24 heures. Ouais. Toujours aussi moelleux, hein. Alors, ils sont comment? Ils sont très moelleux, mais là, ils sont presque meilleurs que quand les gens achètent. C'est triste à dire, parce que comme ils viennent d'être égouttés, ils sont encore gorgés de sirop. C'est vraiment le meilleur moment pour les goûter. C'est vraiment top. Et c'est à Miguel de mettre la touche finale. Alors là, c'est une des dernières étapes et une des étapes cruciales du marron glacé. C'est-à-dire qu'on va verser, on va faire un rideau de glaçage sur les marrons. Ensuite, on va les passer au four, ce qui va faire une petite croûte brillante qui va permettre de conserver le marron. Les marrons à peine sortis du four, Sylvie, la femme d'Édouard, prend la relève pour la mise en place. Voilà les marrons. Merci beaucoup, Mimi. Ils sont beaux quand ils sont bien clairs comme ça. Quand il n'y a pas une pellicule de sucre qui n'est pas trop importante. Regarde, là, on a envie de croquer dedans. Il faut vraiment qu'ils soient sans défaut. Une confiserie qui se déguste uniquement au moment des fêtes. Avec ses paysages sauvages, le Jura est un territoire encore préservé. Entre lacs et forêts, c'est une terre d'accueil idéale pour une faune riche et variée. Certaines espèces rares sont néanmoins menacées. À quelques kilomètres de Lons-le-Saunier, un refuge offre une deuxième chance aux animaux blessés. Comme chaque matin, Gilles Moine fait la tournée des soins. Voici un chat forestier. Une espèce pratiquement impossible à observer dans la nature.
Je lui mets une pommade antibiotique dans l'œil puisqu'elle avait une lésion de la cornée. Elle a été victime d'une collision avec une voiture et donc elle a eu une lésion sur le globe oculaire. Par ailleurs, du côté droit, l'œil droit ne voit plus rien. Donc elle devine apparemment des formes puisqu'elle... mais enfin, elle a un potentiel de nuisance très limité. Voilà, donc elle a été trouvée dans un champ tout amaigrie puisqu'elle après le choc, elle ne pouvait plus chasser du tout. Dans quelques mois, ce chat forestier retrouvera la liberté, contrairement à ses voisins. Boris et Ludmila sont deux superbes lynx, une race emblématique du Haut-Jura. Recueillis il y a 7 ans, ils n'ont jamais connu la vie en forêt. Ils sont assez placides, malgré leur... a priori, la quasi-totalité de leur existence passée en captivité. Ils ont dû être capturés très jeunes. C'est des animaux qui sont restés sauvages, qui ne sont jamais familiers, donc ils ont toujours une distance de recul et de sûreté par rapport à nous. Jamais ils n'essaieront de s'approcher. Ils ont un comportement typique du lynx. Ludmila sert de mère adoptive pour les jeunes lynx blessés recueillis au refuge. C'est elle qui termine leur éducation. C'est ce qui est arrivé à Fario, ce jeune lynx de 6 mois secouru en 2009. Quelques semaines plus tôt, sa mère avait été tuée par les chasseurs. Fario errait donc blessé et vulnérable. Sans Gilles, ses chances de survie étaient quasi nulles. Gilles Moine est aujourd'hui le seul spécialiste en France habilité à capturer et à prendre soin des lynx sauvages. 1 millilitre par kilo. Ouais, à peine saisi, le jeune lynx reçoit son premier traitement. De toute façon, il y a 2 granulations. On va jusqu'au bout alors. Vas-y. Soigné pendant plusieurs mois au refuge, Fario a ensuite retrouvé des forces et a pu être relâché au printemps suivant. Un moment d'émotion pour tous les bénévoles de l'association. Les félins ne sont pas les seuls animaux dont s'occupe Gilles. Il soigne aussi un grand nombre de cigognes accidentées. On est sur un axe migratoire. Elle contourne l'arc jurassien pour partir en Afrique en hivernage. Et donc, elles sont amenées à faire des malheureuses rencontres avec le réseau électrique. Au sein du groupe, une étonnante cigogne noire. On en connaît seulement 40 couples en France. Donc c'est un jeune qui a été lui aussi victime d'une collision avec une ligne électrique et qui sera peut-être relâché ce printemps. Une autre pensionnaire a plus de chance, car elle va retrouver le chemin de la liberté dès aujourd'hui. Il s'agit d'une imposante femelle hibou grand-duc. Hop là. Ce soufflement et ce claquement de langue, c'est uniquement pour intimider. Alors évidemment, les cerfs sont très dangereuses. On imagine le sort du renardeau qui est attrapé, parce qu'il peut aussi attraper des jeunes renards, donc qui est attrapé dans ses serres et il n'a vraiment aucune chance. Avant de se quitter, quelques mesures s'imposent pour s'assurer qu'elle est prête pour retrouver sa vie d'avant. Alors, 2 kg 160, 2 kg 140. Allez. Dimension de l'aile. 442. Elle fait environ 1,60 m d'envergure. C'est le plus gros rapace nocturne d'Europe. On appelle aussi l'aigle de nuit. C'est un animal qui s'était raréfié à un tel point qu'il y en avait seulement un couple connu dans le Jura. Il y a encore une grosse vingtaine d'années. Et maintenant, il a recolonisé le département et la région. Hop.
Le hibou est installé dans un carton pour éviter les blessures lors du trajet. La fin de la journée est le moment le plus propice pour libérer ce rapace nocturne. Bah oui, en force là, non? Oui, on invite toujours des bénévoles à ce genre d'événements. C'est plus sympa. Ah, viens moi. Gilles a décidé de relâcher le hibou au lac de Vouglan. Calme et boisé, c'est l'espace idéal pour que l'animal retrouve ses repères. Et voilà. Et ce soir, c'est Gwendoline, la stagiaire, qui est aux commandes. Donc tu sais comment on tient, hein? Index, pouce majeur. Tu mets la main déjà dans le dos. Voilà. Tiens-lui le dos, voilà. Index, pouce majeur. On va s'arranger pour le relâcher dans cette direction. Direction du petit boisement, du maquis, où il pourra déjà sans doute se percher puis se repérer. C'est très impressionnant, puis les claquements de bec, ça fait un peu peur. En sachant qu'il tourne beaucoup la tête, c'est indescriptible. C'est vraiment une expérience à faire. Peut-être avance-toi un tout petit peu. Voilà, ouais, par ici, et puis voilà. Par ici, stop, c'est bon. Lâche ta main, vas-y. Ah ouais. Voilà. Vous avez pu remarquer que le vol est complètement silencieux. C'est l'atout majeur du hibou grand-duc pour arriver sur ses proies de manière imprévue. C'est très émouvant. Et j'avoue que j'ai eu un petit peu peur en le relâchant. J'avais peur qu'il se retourne vers moi, qu'il m'attaque, mais ça va. Chaque année, Gilles et son association rendent la liberté à plus de 600 animaux. Direction le Haut-Jura, à 30 km à vol d'oiseau, près de la frontière suisse. Nous arrivons à 1150 mètres d'altitude, au fort des Rousses, la deuxième plus grande forteresse de France. Imaginée par Napoléon Bonaparte pour se protéger des attaques autrichiennes, il a fallu 1500 ouvriers pendant 30 ans pour l'édifier. Aujourd'hui, ces 50 000 mètres carrés de salles voûtées abritent la plus incroyable des caves à fromage. Ici, 80 000 meules sont affinées patiemment pour exprimer le meilleur du terroir jurassien. Au fort des Rousses, on ne fabrique pas les comtés, on leur offre du temps. Et c'est ici que Stéphane, notre vigneron, choisit les meilleurs comtés pour accompagner ses vins. L'occasion pour Jean-Charles Arnaud, le maître des lieux, de lui délivrer ses secrets. Si tu sais écouter une meule, elle t'apprend beaucoup de choses. Elle va te parler sur sa texture. Si j'ai un son qui est très très clair, je vais certainement avoir une pâte un tout petit peu sèche, un petit peu retenue. Si je vais vers du grave, un petit peu plus ample, je vais trouver une texture beaucoup plus onctueuse. Cette nuance n'est pas un hasard. Elle s'explique par la qualité exceptionnelle des caves du fort. Une révélation qui a frappé Jean-Charles dès sa première visite. C'est un lieu un peu mythique parce que c'est dans cette cave que j'ai plongé. Que malgré effectivement donc, le côté un peu effrayant de l'investissement, je me suis dit cette cave, il faut que je la fasse. Elle était évidemment nue à l'époque, mais je l'imaginais déjà pleine de fromage. Je me dis, mais si je fais pas là une cave d'affinage dans ce fort des Rousses, ça va pas aller. Je vais le regretter toute ma vie. Et Jean-Charles ne s'est pas trompé. Aujourd'hui, le fort des Rousses est reconnu dans toute la France comme le temple du comté. Chaque jour, des dizaines de nouvelles meules arrivent au fort. Identifiées, elles prennent place ensuite sur ces planches d'épicéa pour un séjour de 4 à 36 mois. Ça sent bon, là on sait où on est, hein? Alors là, c'est ce que j'appelle moi la nurserie. Ce sont des fromages donc, qui ont une quinzaine de jours,
Tu vois, encore extrêmement guimauve, encore extrêmement souple. Et c'est la première étape. Après leur arrivée, les meules sont salées 2 fois par semaine. C'est un des secrets de la formation de la croûte. En quelques heures, les grains de sel fondent et c'est alors qu'entre en piste une machine étonnante. Un robot a retourné les fromages. Après un petit coup de brosse, il retourne le comté avant de le remettre exactement à la même place. Avec 44 kilos par meule, c'est beaucoup d'huile de coude et de mal de dos qui sont épargnés aux affineurs du fort. Voici le Saint des Saints, la cave des fromages d'exception, où Stéphane va déguster un comté de 6 mois. Regarde. C'est élastique hein, quand c'est jeune comme ça. Hein. La jeunesse, la souplesse. C'est hyper fruité, quoi. C'est Alors, petite touche de fruits. Mais noisettes, tu sais, cette petite pellicule blanche, cette petite peau blanche que l'on a sur les noisettes, on l'a ici. Et là, on a une touche d'amertume qui va avec, d'ailleurs. Plus loin, un fromage rare, de plus de 3 ans. Il correspondrait à un vin vieux de 50 ans. C'est-à-dire que sur un potentiel de 10 meules, il y en a combien qui peuvent dépasser les 3 années? Non, il ne faut pas dire 10 meules. Il faut dire 100 meules? Il faut dire 1000 meules. Il y en a combien qui peuvent... Et parler de 5 ou 6 fromages. D'accord. Voilà, parce que qui vieillissent en s'améliorant. Voilà. Donc alors là, qu'est-ce qu'il faut faire? Dans le Jura, la patience et le temps sont la clé des saveurs. Pour les fromages, mais aussi pour les vins. Les mois ont passé sur Arbois. Nous sommes en janvier. Dans le grenier de Stéphane Tissot, les raisins entreposés à l'automne sont maintenant prêts pour le vin de paille. Après 4 mois dans ces cagettes, ils sont à point pour la prochaine étape, le pressage. Ils sont chouettes, hein, vous avez vu un peu? Ça, c'était la face du raisin qui est en contact avec la paille. C'est toujours très bien conservé, c'est toujours vraiment exceptionnel. Et puis au-dessus, on a quelques petits raisins comme ça qui sont très confits, qui ressemblent donc à des raisins secs. Et ça, c'est intéressant d'en avoir 15-20%. Ça amène beaucoup d'onctuosité, beaucoup de gras au vin à la fin. Le raisin est sain. Aujourd'hui, le père de Stéphane profite de l'occasion pour jeter un coup d'œil au travail de son fils. La densité. André Tissot a démarré le domaine en 1962. Mais c'est Stéphane qui, 40 ans plus tard, a opté pour la culture biologique. D'ici 20 ans, peut-être qu'on aura 80% du vignoble français travaillé en culture biologique. Et ça serait bien. Je dis comme ça maintenant, mais il y a quelques années en arrière, je n'étais pas très favorable à ce système. La culture qu'il fait, si vous voulez, moi je l'ai connue avec mon père il y a 50 ans. Hein, travailler les sols, labourer, buter, débuter, reprendre la pioche. Hein, les gens ne connaissaient pas tellement ça, même les gars qui travaillent là. Comme dit mon papa, tu vas de l'avant en faisant marche arrière. Et ça, il me l'a souvent dit. Un pressoir qui tourne en hiver, voilà une opération peu commune dans le quotidien d'un vigneron. Mais pour le vin de paille, tout est exceptionnel. C'est parti. Il faut 2 fois plus de temps pour presser les raisins du vin de paille. Plus qu'un jus, c'est un nectar que vont déguster Stéphane et Claude, l'un de ses cavistes. Et comme pour le vin, tout commence par le nez. Il y a une super acidité, hein. Ça se tient, oui. On a ces arômes, ça peut être un peu la fraise, ça peut être un peu des arômes un peu d'abricot. C'est vraiment, pour le moment, on est vraiment sur le fruit. C'est la pâte de fruits. C'est la pâte de fruits. Après 1 an de fermentation et 2 ans en fût,
voilà à quoi ressemblera le vin de paille. Regardez voir cette belle couleur là. Nous voici dans la plus ancienne cave du domaine. Bon, bah santé alors. Hein. Eh bien, Santé. Santé, Pour santé. célébrer le pressage, Stéphane a convié ses amis. Nous retrouvons Édouard le chocolatier, André-Jean, un des porteurs du bio, et Jean-Charles, l'affineur du Fort des Rousses. il y a l'orange confite qui va très bien avec le vin de paille. Et puis un chocolat aux fruits de la passion, ça marche. Sur un très vieux comté qui devient confit, mais tu sais que comme tu les aimes, c'est-à-dire quand on est au-delà de 24 mois, 30 mois, wow, on arrive à faire des petits mariages là, sympathiques. C'est une chance pour le Jura, c'est-à-dire le Jura, donc on fait plein de vins différents par rapport à nos cépages, par rapport à notre histoire, par rapport à nos terroirs. Et dans cette grande gamme de vins, avec le vin jaune et le vin de paille, là on a deux très grands vins qu'on classe dans les meilleurs vins de France. C'est la chance d'avoir ces deux vins-là dans la même région. Nous voici à 1000 mètres d'altitude, dans le département du Doubs. Ce troupeau de chamois s'est aventuré près des Hôpitaux Neufs, un petit village reculé qui, pendant des générations, n'a été desservi que par un train à vapeur. La voie de chemin de fer avait été démontée il y a 40 ans. Une association hors du commun, le Conifère, a réussi à lui redonner vie. Le niveau d'eau, vous en êtes où? Ouais, ben là, donc, faut remettre. Donc, vous attaquez l'asticage, nettoyer, et puis le graissage. Ouais. Quentin et Paul, deux jeunes du village, participent à l'entretien de la locomotive. Chaque jour, cette belle centenaire se refait une beauté. Là, je suis en train de passer un mélange de gasoil et d'huile pour astiquer, enfin, pour nettoyer la machine. Le gasoil, c'est surtout pour faire briller. À l'odeur, c'est un peu difficile. Mais on s'y fait. Quand elle brille de partout, c'est magnifique. Les durs efforts pour un bon moment de plaisir. Les bûches d'épicéa ont remplacé le charbon, mais les gestes sont toujours les mêmes pour faire avancer la locomotive. Une vraie machine à remonter le temps. Bon, la pression devant. Là aussi, le feu, t'en es où? Pour Louis Poix, le train à vapeur, c'est l'histoire de toute une vie. Tout jeune, 10-12 ans, il y avait encore la vapeur, elle venait 2 fois par semaine. Et à l'époque, il venait de jeudi, nous, quand on n'avait pas d'école. Et avec un copain, on venait toujours à la gare, il nous donnait l'autorisation de monter dans la machine. Et puis après, même de mettre un peu de charbon dedans, de conduire un petit peu pour les manœuvres. Et je pense que c'est là que j'ai dû être vacciné. Et puis après, ben, je savais toujours pas conduire une machine à vapeur. Hein. Donc j'étais chez les collègues en Suisse, où il y a des machines à vapeur qui tournent, et je me suis formé comme ça. Allez, on va remettre un petit coup de pompe à air. Aujourd'hui, Louis est heureux de transmettre ses connaissances aux plus jeunes. Allez, charge! Ça, c'est quand même l'aboutissement de la chose, hein? Parce que faire ça rien que pour nous, ça n'a pas de sens. Il faut qu'on arrive à ce que les gens puissent continuer ce qu'on fait. Hein? Et ce que les autres ont fait avant nous aussi, hein?
Depuis 2 ans, Paul passe tout son temps libre dans la locomotive. C'est mon deuxième chez moi. Tu aimerais en faire ton métier? Ça existerait encore, oui. Chauffeur vapeur, volontiers. Mais malheureusement... Alors tu veux faire quoi plus tard? Ah, je vais peut-être rentrer à la SNCF en tant que mécanicien pour les trains. Avant d'être démontée, cette ligne reliait les Hôpitaux Neufs à Pontarlier. 16 km que Louis souhaite reconstituer, mais pour l'instant, sa voie s'arrête encore à mi-chemin. Son rêve, atteindre le symbole du Haut-Doubs, le château de Joux. Cette forteresse est située à quelques kilomètres de Pontarlier. Elle défendait une des voies principales qui reliait le nord de la France à l'Italie. Construit au XIe siècle, ce château est encore remanié par Vauban au XVIIe. Et c'est ici, bien avant la Révolution, que le jeune Mirabeau est emprisonné sur ordre de son père, excédé par sa vie dissolue. Pour notre ligne de chemin de fer, la route jusqu'au château est encore longue. Non, ouais, tu vas te tourner comme ça. Mais elle avance. Aujourd'hui est un jour important pour Louis, car il rallonge la voie. Débrouillard de nature, il a convaincu la SNCF de lui céder des rails réformés. Ah, le rail, il est parfait. Il est très peu usé. Et ça c'est vrai que... Là, on a de la chance d'avoir récupéré du rail comme ça. Parce que des fois, on récupère du rail, mais il est bien plus fin. Mener ce type d'opération et gérer en toute sécurité une équipe de 10 personnes rappelle à Louis son passé d'entrepreneur des travaux publics. Allez, stop! Faut dire à Coute qu'il recule 60 cm, pas plus. Hein. Faut qu'il recule de 60 cm. Vas-y, vas-y, vas-y. Allez, stop! Aujourd'hui, Louis et son équipe ont posé 300 mètres de voie. Un rallongement que l'association célèbre quelques semaines plus tard, lors d'un voyage exceptionnel dans la neige. En avant, Courtidi. Louis est sur le pied de guerre, car la vapeur et le froid ne font pas bon ménage. La vapeur, c'est qu'un mot départ de l'eau. Et quand il fait, comme ce matin, il y avait moins 12, donc toutes les petits tuyaux de cuivre sont pleins d'eau. Et puis là, ça gèle et puis ça pète, quoi. Alors que là, on a rempli avec de l'eau à 35, on évite le risque que notre eau se gèle dans les petits tuyaux. Les voyageurs en voiture, s'il vous plaît! Pour l'occasion, des habitants du village ont fait le déplacement. À bord, fondu au comté et bonne humeur de rigueur. Soutenue par le département du Doubs, l'association compte bien continuer à faire avancer cette ligne de chemin de fer au cœur du massif du Jura. L'hiver s'est installé à Bellecombe, une petite commune du sud du Jura, à 50 km de Genève. Un paysage sauvage, devenu depuis 20 ans l'Eldorado des traîneaux à chiens en France.
Voici Daniel Mélina. Il est suisse et il y a 20 ans, il a quitté sa vie de chef d'entreprise pour fonder un élevage de chiens et organiser des treks en traîneau à la découverte du Jura. Il y a des chiens qui ont des drôles de tête, on va dire, comme chiens de traîneau pour un public lambda. Nos chiens, ils sont liés à l'histoire des chercheurs d'or. Les chercheurs d'or sont arrivés en Alaska avec des chiens. Et les chiens qu'ils avaient, les Américains à ce moment-là, ce n'étaient pas des chiens de race. Et ça donne des chiens comme ça, qui ne se ressemblent pas, qui n'ont pas une unité d'aspect comme une race de chien. Les anglophones appellent tous les chiens de traîneau des huskies. Et après, ils disent l'origine. Donc eux, c'est des Alaskan Huskies. Il y en a un seul qui est ce qu'on appelle un husky en français. On devrait dire husky de Sibérie, c'est Vishnu. Celui qui est là, qui a un œil bleu et un œil brun. Inséparable de ses 50 chiens, Daniel a trouvé ici l'espace de vie rêvé. Pour l'activité traîneau, ici, c'est un peu le paradis. L'arc du Jura, il n'est pas très large. Mon terrain de jeu, on peut dire, il fait 4, 5, 6 km comme ça. Mais il en fait 380 comme ça jusqu'à Bâle. Donc ça va, pour s'amuser, ça va. Bonjour. Daniel. Édouard. Aujourd'hui, Édouard Hirsinger, le chocolatier d'Arbois, s'offre une escapade en dehors des sentiers battus. Mais avant de découvrir le Jura sauvage, une leçon de conduite s'impose. Je vais vous apprendre 3 ordres ce matin. Le départ, le ralentir et s'arrêter. Pour partir, souvent tu as le pied sur le frein parce que t'es arrêté, c'est OK les chiens, et ça part. Ouais. Ou alors je vous dirai le nom de votre chien de tête. Si tu as Vishnu, c'est OK Vishnu. Ouais. OK, ça veut dire tu pars. Quoi. OK, ouais. En chien. Voilà. Pour s'arrêter, c'est oh, comme dans les films avec les chevaux, c'est facile. Ouh. C'est oh, et tu freines. Et pour ralentir, c'est doucement et tu freines. Il tarde de partir, hein. Ça sera mieux après. Avant, c'est toujours un peu stressant. Et chien. Et c'est parti pour 2 heures de randonnée. À droite. Aïe. Attention quand vous vous dépassez, de ne pas taper les chiens avec le traîneau. Vas-y, passe devant. C'est bien les chiens. À droite. Durant cette escapade, Daniel a réservé une petite surprise à Édouard. Une rencontre digne du Grand Nord américain. Chien, c'est bien. Alain est un ami de Daniel. Il est éleveur de bisons. C'est un animal encore dit sauvage quand même. Donc moins on va faire de bruit, mieux il va se comporter. Cette drôle de ferme, Alain l'a créée il y a une vingtaine d'années. Quand ils vont sortir, on part tous là. Ce qui déboule fort. Et ils vont arriver vite là. Ouh, là, ça, vas-y. Allez, hop, c'est parti. Là, je suis en train de les appeler, là. Et vous reculez. Tombé un jour sur un troupeau de bisons au Canada. Je me dis, tiens, c'est la première fois que j'en voyais, sauf des images, des livres ou un film. Puis ça m'a scotché, je sais pas, je me suis assis, eux ils se sont pas assis, mais ils m'ont fixé. Et puis on a dit, il y a quelque chose à faire ensemble. Alain est alors un des premiers en France à élever des bisons pour leur viande et leur fourrure. À l'époque, aux yeux des gens du coin, Alain et Daniel passent pour des originaux. C'était marrant de voir la réaction de certaines personnes qui disaient voilà, encore un Indien de plus qui nous fait des singeries à la peste, quoi. Alain a été pris pour un fou au début. Ce qui fait passer ce message, c'est nous,
la passion que l'on a pour ce que l'on fait, où les gens sont presque à l'écoute au bout d'un moment, pas dans l'immédiat, mais au bout d'un petit moment, ils disent « ouais, ils sont pas si fous que ça ». On a monté une famille, on a une passion, Daniel avec ses chiens, moi avec mes bisons, et puis tout roule au niveau familial, au niveau... parce qu'une passion peut détruire beaucoup de choses aussi, attention. Hein. Aujourd'hui, cet élevage de 50 têtes fait référence. Les bisons du Haut-Jura, ils sont à une altitude parfaite. Parce qu'on est reconnu comme avoir les plus belles femelles sur l'Hexagone. Ouais. Pour Édouard, notre chocolatier, ce petit bout d'Amérique au cœur du Jura est une révélation. On a une sensation de puissance, de force, mais c'est calme. Hein. Puis dans le décor extra, quoi. Formidable. Cette journée d'aventure est pour lui une raison supplémentaire d'aimer sa région. Moi, je trouve que c'est un département royal parce que entre ce qu'on vit là et l'été, c'est comme si on avait deux pays en un, quoi. Parce que l'été, on se baigne dans les lacs. Comme c'est continental, c'est très chaud. Donc, on peut avoir 30, 35 l'été. Et puis voilà, la neige et le ski l'hiver. On est des privilégiés.